Yo yo yo! Aujourd'hui, deuxième épisode des mal aimés, et pour résumer un peu le concept, on prend des films qui sont mal aimés mais que nous, on aime et on les défend. Et c'est aussi le but surtout de pouvoir remettre les choses en perspective, remettre des films en perspective, et peut-être aussi donner envie de les voir ou de les revoir, ces films-là. Et absolument pas de dire qu'ils sont parfaits, parce que de toute façon, c'est pas vrai. Comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter. Ça permet de nous soutenir, et bah du coup, ça fait plaisir, et de pouvoir continuer de vous proposer ce contenu. Et aussi, on est présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et surtout Instagram. Je vais le répéter au début de chaque vidéo, mais on va beaucoup spoil, on va tout spoil, donc au moins comme ça vous êtes au courant. Et aujourd'hui, on va prendre le film d'un réalisateur qui, franchement, pourrait être le sponsor de ce concept des mal-aimés. On pourrait prendre quasiment tous ses films, mais on a choisi de prendre Pain and Gain de Michael Bay, sorti en 2013. Et oui, je dis Pain and Gain parce que le titre français, c'est No Pain, No Gain. Franchement, c'est pas ouf hein, quand même comme traduction, on aurait pu garder le titre original. Hein. On va raconter le résumé de l'histoire pour rafraîchir la mémoire. On suit un coach sportif à Miami, Daniel Lugo, qui commence à rêver de voitures de luxe, de filles, en gros du rêve américain. Pour y arriver, il va organiser le kidnapping d'un riche client pour lui voler sa fortune. Il va emmener avec lui deux autres culturistes pour l'aider dans son idée folle, un très pieux Paul Doyle et l'autre obsédé par ses muscles et ses problèmes érectiles. Ça va être aussi intéressant de parler du contexte de la sortie du film. Donc le réalisateur, c'est Michael Bay, et on vous en a déjà parlé dans la vidéo sur Bad Boys 2, mais bon, c'est vrai quand même, mine de rien, c'est un réalisateur qui est assez connu. Faut savoir qu'il sort tout juste de Transformers 3. Il sort même de toute la trilogie Transformers qu'il a enchaîné. Il est au top du game. En termes de blockbuster, il fait rapporter des millions aux studios. C'est la poule aux œufs d'or, à tel point que même Bay dit lui-même que les studios ne veulent pas le voir sur des films à petit budget. Faut savoir qu'il a une responsabilité, en tout cas à ce moment-là, et une pression incroyable. Et aujourd'hui, les studios misent beaucoup sur parfois un seul film. Hein. On les appelle plus des blockbusters, mais des tentpoles. L'échec d'un seul film peut faire chavirer le navire, comme ça a été le cas avec Disney et l'échec commercial de John Carter. Mais tout ceci est une autre histoire. Donc quand Michael Bay se lance dans Pain and Gain, il passe d'une machine à 200 millions de dollars de budget à un petit film de un peu plus de 20 millions. Et 10 fois moins, et de sa propre volonté en plus, c'est ça qui est à noter. C'est-à-dire que c'est pas parce que sa carrière était en déclin, non, c'est lui qui voulait faire un petit film. Et ça, déjà, je trouve que ça forge le respect, qu'on l'aime ou pas, hein, d'ailleurs, le gars. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va prendre chaque argument qui fait que ce film est mal aimé et on va vous dire notre point de vue sur chacun de ces arguments-là. L'un des premiers arguments assez récurrents, c'est l'attente que les gens avaient de ce film. Comme quoi il était vendu comme une comédie et que c'en est pas une, ou qu'il a été vendu comme un film d'action et que c'en est pas un. Je vais d'abord parler du soi-disant film d'action. Alors, pas du tout. Le film est absolument pas vendu comme tel. C'est dans l'esprit des gens que c'en est un, parce qu'à l'affiche, ils voient Mark Wahlberg et The Rock. Et pour ceux qui regardent un minimum, bah, ils voient aussi Michael Bay à la réal. Mais sinon, le trailer ou même l'affiche est loin d'être mensonger. Enfin, arrêtez en général, et je me mets dans le tas, hein, d'attendre quelque chose des films. Laissez-les vous montrer ce qu'ils ont à vous offrir, et ensuite décidez de si vous aimez ou pas. Ne jugez pas un film parce qu'il n'est pas ce que vous auriez voulu qu'il soit, parce que ça fait pas de Pain and Gain un mauvais film, mais ça fait de vous un mauvais spectateur. Et sur la question de la comédie, franchement, c'est tellement relatif, donc que ça fasse pas rire, c'est une chose, mais ça reste une comédie, c'est une comédie noire. Donc c'est sûr par contre que si on allait dans le film en pensant voir Ted, bah on allait être déçus hein, quand même. Ok, attends. Ted l'ourson. Ouais, Ted l'ourson. Ouais, Ted avec l'ours là. Et du coup, ça va me permettre de rebondir sur un autre argument, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, qui est aussi pas tragique, mine de rien, parce que bah y a eu des morts, et que le film tourne cette histoire-là en comédie, soi-disant en comédie de mauvais goût. Tout ça rejoint une question qui va être récurrente dans cette vidéo, c'est la question de morale. Est-ce que toute œuvre doit être morale? Surtout que, comme je vous ai dit, c'est une histoire vraie. L'histoire en elle-même est tellement absurde, mais j'ai l'impression que parfois, il n'y a pas de différence qui est faite entre la situation réelle qui est absurde, qui amène à la comédie, et la tragédie qui en découle. On rigole jamais de la tragédie en elle-même, on rigole des actes et de la stupidité de leurs actes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand le vrai procès s'est déroulé, quand Daniel Lugo, donc le vrai Daniel Lugo, expliquait ce qu'ils avaient fait pendant tout ce qui s'était passé, tout le monde dans la salle riait, que ce soit avocat, juré, juge, tout le monde rigolait. Et Daniel Lugo, justement, leur a répondu « Qu'est-ce que vous croyez? On n'était que des amateurs. » Ce qui amène encore un nouvel argument, c'est que Bay nous fasse sympathiser les trois personnages principaux de cette histoire, ces trois monstres, entre guillemets. Au-delà du fait qu'on trouve qu'il a réussi, hein, j'ai de la sympathie, hein, moi, pour eux, hein, parce que Bay arrive à nous faire comprendre leur motivation, le pourquoi de leurs actes,
mais c'est pas pour autant qu'il veut qu'on leur pardonne non plus. Après ce film, je rentre pas chez moi en me disant putain c'est des héros, je vais être comme eux. Et la problématique est louable en soi, mais encore une fois, c'est cette fameuse question de morale. En tant que spectateur, est-ce qu'on accepte de suivre l'histoire des personnages qui commettent des actes immoraux? Surtout qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Les films de gangsters, c'est pas les films qui marchent le moins, et c'est pas les êtres les plus moraux non plus. Et c'est un argument qui revient quand même très souvent, et c'est pas juste les personnages ne sont pas attachants, non. Il y a toute une question de morale qui vient derrière tout le temps. Les gens se sont donc intéressés au film et aux personnages, mais c'est surtout que ça les a dérangés. Au final, ce qui gêne, c'est peut-être pas le propos du film, c'est peut-être eux-mêmes. Ils acceptent pas le ressenti qu'ils ont eu, ils assument pas d'avoir apprécié même un court instant ces personnages. Et la différence avec les mafieux, c'est que là, c'est des gars de tous les jours, c'est des gens lambda, donc l'identification, elle est beaucoup plus facile. Encore une fois, est-ce que toute œuvre doit être morale? Un autre argument que je trouve très intéressant personnellement, c'est sur la véracité de son histoire vraie. Elle est tellement absurde et capillairement tractée que même Bay, pendant le film, nous rappelle que c'est une histoire vraie. Et donc des gens ont du mal à y croire, malgré ce rappel d'ailleurs. Et là, il n'y a pas grand chose à dire, dans le sens où c'est une histoire vraie en fait. Tout ce qui est décrit, c'est réellement passé. Ce qui m'intéresse, c'est cette idée de croyance, de croire ou non en cette histoire qui nous est racontée, et même si on nous dit qu'elle est vraie d'ailleurs, mais au final, est-ce que cette réelle histoire n'est pas trop what the fuck pour le cinéma? Parce que personnellement, si je suis producteur et qu'on vient me voir avec ce pitch, mais moi je signe direct. L'histoire, elle est tellement folle, elle est tellement absurde, il se passe tellement de choses, il y a tellement de rebondissements, que je me dis forcément ça va faire un bon film. Mais du coup, est-ce que la réelle histoire ne paraît pas fausse? Ou plutôt, est-ce que au final, la réelle histoire, la vraie histoire, est crédible pour le cinéma? Et ça pose la question de jusqu'où on peut raconter des histoires. Et il y a un truc que je dis souvent, c'est que la réalité, au final, elle n'est pas importante. De dire que ça, c'est pas réel dans un film, ou ceci, ou dans ton scénario, ça, c'est pas réel. En fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est crédible. Parce qu'au final, si tu arrives à faire croire n'importe quoi et que tu arrives à faire croire en ton univers et que ton univers est crédible, tu peux faire tout gober au spectateur. Une anecdote sur les Dents de la Mer de Spielberg. Il avait finalement trouvé une idée pour finir son film et on lui disait que c'était pas réel, que ça allait pas marcher, etc. Et Spielberg avait répondu en gros, si le spectateur croit en mon histoire, ça marchera. En gros, si son histoire est crédible, si on croit à son univers, il a gagné. Hitchcock racontait aussi à Truffaut dans ce fameux livre que je vous conseille tous parce que c'est un livre incroyable. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas forcément fan de cinéma, si vous êtes artiste vous-même, parce que c'est une telle leçon d'autocritique et une telle conscience de sa propre condition d'artiste que Hitchcock il a. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Hitchcock racontait à Truffaut du coup qu'il avait une histoire vraie, mais que cette histoire vraie qui était cool, il ne la ferait jamais au cinéma. Et du coup, Truffaut lui demande, mais pourquoi? Parce que cette idée, elle est géniale, justement. Et Hitchcock lui raconte que c'est parce qu'elle est tellement folle que le spectateur, il va jamais me croire. Et même si je lui dis que c'est une histoire vraie, il ne va jamais croire en mon histoire. Et je trouve ça juste incroyable. Le dernier argument contre ce film, ce serait qu'il vende, qu'il prône une mauvaise Amérique, qu'il montre une mauvaise image avec des gens stupides, un film vulgaire et abrutissant. Et c'est marrant parce que je l'ai vu sur des commentaires américains, ce que je peux comprendre, mais aussi dans des commentaires français, ce que je trouve un peu plus drôle. Et on revient toujours à ce même sujet, la morale. Est-ce qu'il faut toujours montrer une bonne image d'un pays, d'un sujet, des personnages? Ça pose aussi une question plus générale, de l'art et de son utilisation. Est-ce que l'art ne doit pas être que positivisme et divertissement? Il ne peut pas être politique et engagé. Et je pense honnêtement que déjà en posant cette question, on a la réponse. Mais pour Pain and Gain, comme pour d'autres œuvres, je pense que la réponse vient d'un travail du spectateur aussi. Qu'il faut arrêter de chercher des films qui mettent à l'aise ou qui confortent dans ses idéaux. L'art est aussi là pour bousculer les codes. Et il y a une énorme différence entre le fait de ne pas aimer ou d'être en désaccord et de juste dire le film est nul parce que ça. Il y a aussi une différence entre film abrutissant et film qui montre des abrutis. Et il y en a aussi qui disent que le film est trop violent, trop gore. Franchement, non. Faut chill quand même. Il est loin d'être trop violent et trop gore. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi nous, on l'aime, ce film. Et on va rebondir sur un truc qu'on vous a dit juste avant, c'est son budget. Parce que ça implique plein de choses, dont la volonté de Bay, comme on vous l'a dit. Et c'est parce que passer d'une trilogie de 150 à 200 millions de dollars à un petit film de 20 millions, c'est quand même assez ouf, quoi, c'est dingue. Et en plus, nous, on l'aimait déjà, Michael Bay, donc on était hyper curieux de voir ce que ça allait donner. Mais en plus de ça, c'est quand même son film le moins cher depuis son premier film, Bad Boys. Donc c'est comme presque un retour aux sources, quoi. Comme il montre à quel point il aime ce cinéma avec tout ce que ça implique,
de solutions, de problèmes, de système D et de débrouille. Petite anecdote, déjà le film est donc tourné à Miami, et comme Michael Bay y habite, et qu'il a quand même pas mal représenté la ville, hein, notamment avec les deux Bad Boys, la ville lui a un peu plus facilité la tâche pour le tournage, et ils ont même tourné dans un immeuble où personne n'avait jamais tourné avant, parce que c'est un immeuble protégé, etc. Ils ont aussi tourné dans la maison de Michael Bay pour économiser de l'argent, et ce que vous voyez là, maintenant, c'est la vraie maison de Michael Bay. Et c'est vraiment quelque chose qui relève des premiers films, ou des films à tout petit budget, voire même du court-métrage. Et on trouve ça génial, il y a une vraie volonté de cinéma, rien que ça, déjà, c'est louable. Mais parlons du film en lui-même. Ce qu'on aime, déjà, c'est son changement de ton. Parce que le film nous indique jamais qu'on va finir par aller dans une histoire de plus en plus sombre. Au départ, ça commence comme une petite comédie, comme dirait Bay lui-même, hein, fun and games. C'est sympathique, ces personnages un peu bébêtes, et d'un seul coup, ça part dans quelque chose de beaucoup plus dark. Pas juste quelque chose de plus sérieux, hein, de vraiment plus sombre. Bay en a conscience lui-même, il savait qu'avec ce film, c'était soit tu l'aimes pas, justement à cause de ce changement de ton. Bon, même s'il dit ça en pensant au public américain qui, eux, sont moins habitués au changement de ton que les Coréens, par exemple. Et le film a plein d'idées, comme dans Bad Boys 2. Dans la comédie, comme cette scène, par exemple, quand Kershaw passe un coup de fil, il pourrait juste passer un coup de téléphone, en vrai. Mais non, il rajoute un effet avec le mec de l'accueil qui dit, faut pas dire de gros mots, et comme Kershaw, il a que des insultes à la bouche, le mec essaye de lui retirer le téléphone, ce qui donne une scène assez grotesque et cool. Ou même quand Kershaw ramasse son bout de pain, il fait frotter sa tête contre la table, et comme la table est transparente, il passe en dessous avec la caméra pour donner un effet de comique. Et en même temps, le film arrive à être sombre quand il découpe les corps. D'ailleurs, en te montrant l'amateurisme des gars, et comment ils te filment, et comment les acteurs le jouent. Et je trouve ça assez génial. Ou quand Lugo finit par tuer le roi du porno à cause d'un excès d'ego. Autre chose qu'on aime beaucoup, c'est ses acteurs. Que ce soit Mark Wahlberg, qui est tellement parfait dans ce rôle. Il a vraiment une tête un peu de benet. Ça colle magnifiquement au rôle. Mais c'est aussi l'acteur du patriotisme. C'est l'acteur fétiche de Peter Berg. C'est le réalisateur de Du sang et des larmes, Le Royaume, Traque à Boston, 22 Miles. Bref, dans un film qui parle du rêve américain, et on y vient juste après, c'est un choix de casting parfait. Et d'ailleurs, Bay disait que sur le tournage, Mark Wahlberg était tellement impliqué dans le film que c'était plus lui qu'on voyait, mais vraiment Daniel Lugo. Ensuite, The Rock, qui joue totalement à contre-emploi, au-delà du personnage naïf qui croit presque trop en Dieu avec ses t-shirts ridicules. Il est surprenant quand Paul Doyle retombe dans la drogue et devient complètement camé. Il est crédible, il est puissant, son jeu évolue totalement et il est surprenant. D'ailleurs, je trouve que dans ce film, il montre que ça peut être un bon acteur quand il est poussé dans ses retranchements, ce qu'il a été d'ailleurs. Et petite anecdote assez drôle, à la base, il a été casté pour le rôle d'Anthony Mackie, mais c'est The Rock qui a demandé à jouer Paul Doyle. Il a fini par convaincre Bay et les producteurs et ils lui ont donné le rôle. À un moment pendant le tournage, il a été tellement en dehors de sa zone de confort qu'il a commencé un peu à flipper. Et Michael Bay raconte qu'il a tourné avec plein de stars, avec Bruce Willis, Will Smith, Nicolas Cage, enfin des gros stars, donc il sait gérer ce genre de personnage. Et à un moment, du coup, un soir, après le tournage, il est rentré, il a écrit à The Rock en lui disant qu'il fallait pas qu'il s'inquiète, qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il fallait qu'il lui fasse confiance et surtout qu'il allait jamais rendre The Rock ridicule. Et voilà, je trouve ça assez marrant ces échanges entre réal et acteur et aussi surtout que The Rock, il a un peu flippé quoi, qu'il a eu besoin d'être rassuré. Voilà, je trouve ça drôle. Et enfin, Anthony Mackie qui est tellement efficace dans le film, il joue juste, il est crédible. Et d'ailleurs, malheureusement, les mauvaises lois du marketing, parce que le film il tourne complètement autour de ce trio, mais sur l'affiche, on peut voir que Mark Wahlberg et The Rock, alors qu'il est tout aussi important que The Rock dans le film d'ailleurs. Et même quand il est dessus, il n'y a pas son nom. D'ailleurs, vous pouvez voir la même affiche presque, mais ils ont jarté Anthony Mackie. Et enfin, ce qu'on aime le plus dans le film, c'est son propos. Pas juste par ce qu'il raconte, mais aussi qui le raconte. Parce que c'est complètement un film anti-rêve américain. Il te montre ses défauts et ce que ça peut engendrer. Et que ce soit Michael Bay qui le réalisateur de droite, parfois taxé de pro-NRA, d'ailleurs je sais pas s'il l'est, et le NRA c'est une organisation très puissante pro-armes à feu, patriote, et il te fait un film qui presque va à l'encontre idéologique de toute sa carrière. C'est passionnant. Et en plus il va au bout du propos, parce qu'au-delà du fait que c'est un film qui justement tourne autour de Daniel Lugo, qui veut devenir plus que ce qu'il est, il veut toucher le rêve américain. Dans sa voix off de fin, il dit qu'il voulait être à la même hauteur que les autres, et peut-être qu'à un moment il voulait devenir plus. Tout se tient dans un dialogue quand il est arrêté et que le personnage de Ed Harris lui dit « On va vous demander pourquoi vous avez fait ça ». Et Daniel Lugo répond « Because I'm a doer ». Parce que je suis quelqu'un qui agit. Et le fait d'être un doer vient d'un gars qui fait du lavage de cerveau en conférence, parce que c'est un bon orateur qui gagne sa vie sur l'ignorance et la naïveté des gens. D'une part, ça résume toute une problématique des USA, du rêve américain,
mais aussi de tous ces orateurs qui font croire que leur vie est réelle alors qu'ils te vendent du mensonge. Au final, c'est comme si quand Ed Harris lui dit « On va vous demander pourquoi vous avez fait ça », Daniel Lugo répondait « Parce que je voulais le rêve américain ». Et d'ailleurs, il contrebalance ça avec la femme de Ed Harris à la fin qui dit « Les gens ne voient pas le bonheur qui leur crève les yeux ». Tout le propos du film est là. Il rajoute même à la toute fin, lors des derniers mots de Lugo qui dit c'est ça le rêve américain, un espèce de glitch. L'image sature, bug, change de couleur, même la voix de Daniel Lugo devient robotique. Un bug sonore, comme s'il y avait eu un bug dans la matrice. Que l'American Dream est un virus qui fait bugger le logiciel de la vie humaine. Et il y a plein d'autres choses qu'on aime dans le film. Perso, j'adore la photo, comment il filme le soleil de Miami, les années 90, le contraste et les couleurs. Et tu sais que c'est Beck qui réalise quand t'as des plans comme ça, qui tournent dans différentes pièces. Et d'ailleurs, pour le film, ils avaient environ 30 caméras. Bon, dedans, ils comptent les GoPro et les photos 5D. Enfin, 30 caméras pour un tournage, c'est juste ridicule. C'est énorme. Parce que comme il voulait pas que son film ait un ton sérieux, il voulait changer les manières de prise de vue selon les moments. Et c'est pour ça que vous avez des plans, par exemple, comme ça, ou que vous avez aussi ce genre de méga ralenti comme cela. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère que vous avez kiffé. Nous, en tout cas, comme d'hab, on adore faire ce format-là parce que c'est hyper intéressant aussi de confronter ces idées. Encore une fois, le but n'est absolument pas de vous dire qu'il faut aimer ce film. On ne force rien ni personne. Vous aimez ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt pour un épisode 3. En attendant, à la semaine prochaine pour un nouveau Pifre. Ce sera un petit retour aux sources, un petit retour en Asie, à Hong Kong précisément, pour vous parler d'un film important et d'un réalisateur important. C'est The Mission de Johnny To, sorti en 1999. Banks!